Là, c'était la partie A. La partie B, c'est une fonction rationnelle. Je disais, c'est la fonction principale. Elle est définie par f de x égale à x au cube plus x carré plus 1, le tout sur 3x. De représentation graphique C, cette fois-ci. Alors, 1A calcule la limite. Excusez-moi, calcule, c'est à l'impératif présent. Calcule la limite de f à gauche et à droite en 0. Petit b interprète graphiquement le résultat obtenu. Donc, deuxième question. Calcule la limite de f cette fois-ci en moins l'infini et en plus l'infini. 3a calcule f' de x, qui est la dérivée de f de x, puis vérifie que l'expression de f' de x, pour tout x différent de 0, donc pour tout x appartenant à R étoile, grand R étoile, f' de x peut s'écrire sous la forme de g de x égale à 3x. G de x sur 3x au carré. Petit b, on nous demande d'étudier les variations de f, puis de dresser son tableau de variation. Quatrième et dernière question en petit a, on nous demande de démontrer que f de alpha, c'est le 0 de g dans la partie A. On nous demande de montrer que f de alpha est égal à alpha au carré plus 2 tiers de alpha. Et d'en déduire enfin un encadrement de f de alpha d'amplitude 10, 2 fois 10 puissance moins 1. Voilà pour ce qui est de l'énoncé de la situation d'évaluation numéro 3. Nous allons donc passer à la correction de cette situation. À la partie B, la deuxième partie de notre situation d'évaluation numéro 3, qui concerne la fonction principale appelée f. Donc, nous rappelons l'expression de f de x, que f de x égale à x au cube plus x au carré plus 1, le tout divisé par 3x. Alors, la première question, on nous demande de calculer la limite de g, de f, pardon, cette fois-ci c'est la fonction f, la limite de f à gauche et à droite en 0. Pour la simple raison que ici, cette fonction-là est définie si et seulement si le dénominateur qui est 3x est différent de 0. Or, dire que 3x est différent de 0, ça veut dire que x est nécessairement différent de 0, puisque le 3, lui, il ne peut pas s'annuler. Donc, l'ensemble de définitions de f ici, c'est grand R privé de 0, ou encore grand R étoile. Voilà. Alors, voilà pourquoi on nous demande de calculer la limite à gauche et à droite de 0. Donc, on peut réécrire ça comme ça, grand R privé du singleton 0. Donc, calcul de la limite. Calcul de... Donc, comme c'est deux limites, je mets au pluriel. La première limite va se calculer à gauche de 0. Ça fait donc la limite quand x tend vers 0 par valeur inférieure de x au cube plus x au carré plus 1, le tout sur 3x. Quand x tend vers 0, le numérateur va tendre vers, 0 au cube, ça fait 0, plus 0 au carré, ça fait encore 0, plus 1, ça fait 1. Le numérateur va tendre vers 1, qui est un réel positif, pendant que le dénominateur, il va tendre vers 0 par valeur négative. Et ici, nous sommes obligés de scinder le quotient sous la forme d'un produit, et nous allons l'écrire. Voilà, comme ça. Voilà. Et là, ça nous fait apparaître deux limites simples à calculer. Quand x tend vers 0 à gauche ou à droite, là, nous ne sommes pas obligés de mettre par valeur supérieure puisque c'est le numérateur est un polynôme. Alors, nous avons calculé tout à l'heure, ça donne 1. Et quand x tend vers 0, alors ici, nous avons une limite de référence qui est l'inverse de 3x. Puisque 3x tend vers 0 par valeur négative, son inverse va tendre vers moins l'infini. Alors, nous pouvons dire que la limite, quand x tend vers 0 par valeur inférieure de f de x, ça va donc donner 1 qui est une valeur positive, multiplié par une entité négative, ça va nous donner donc
moins l'infini. Et voici la limite de f à gauche de 0. Voilà. Nous passons à présent à la limite de f à droite en 0. Un second astérisque, donc, quand x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x, nous allons réécrire l'expression de f de x comme précédemment, x au cube plus x carré plus 1, le tout sur 3x. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, nous allons scinder sous la forme d'un produit de deux facteurs. Voilà. Et nous allons rappeler chacune des limites qui apparaissent. Donc, quand x tend vers 0, là, comme c'est une expression de polynôme, elle est définie partout à gauche comme à droite de 0, donc c'est la même chose. C'est pas obligatoire de mettre par valeur supérieure ici. Donc, on a trouvé 1. Et alors, c'est ici que nous sommes obligés de préciser que c'est par valeur supérieure. Voilà, ça nous donne plus l'infini. Donc, la limite demandée, ça va donner une valeur positive multipliée par plus l'infini, donc plus l'infini. Et voilà la limite de f à droite en 0. Ensuite, nous devons interpréter ces résultats-là. Voilà pourquoi la question B nous demande de donner une interprétation graphique. Donc, petit b, interprétation graphique. Bon, on va dire simplement que puisque la limite quand x tend vers 0 par valeur inférieure de f de x est infinie et que la limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x est également infinie, alors la droite d'équation x égale à 0, et ici c'est une droite particulière du repère, c'est l'axe des ordonnées. Donc on va dire la droite OJ d'équation x égale à 0 est asymptote à la courbe C. Cette fois-ci, nous l'a appelé C, nous l'appelons également grand C. Voilà l'interprétation graphique de ce résultat, de ces deux résultats. La question numéro 2 nous invite à calculer la limite de f, cette fois-ci en moins l'infini et en plus l'infini. Donc, question 2, calcul de limite en moins l'infini et en plus l'infini. Alors, nous allons écrire la première limite, c'est la limite de f de x en moins l'infini. Alors, f de x a pour expression x au cube plus x carré plus 1, le tout sur 3x, qui est une fonction rationnelle. Or, comme nous l'avons vu dans le cours, pour calculer la limite d'une fonction rationnelle, cela revient à calculer la limite de ses quotients de plus haut degré du numérateur par le dénominateur. Nous allons donc calculer la limite de x au cube divisé par 3x. Donc, on va dire quand x tend vers moins l'infini, la limite de f de x devient la limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube divisé par 3x. Et il y a un diviseur commun au numérateur dénominateur qui est x. Après la division, nous allons avoir la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 tiers de x au carré
Alors, nous simplifions le dénominateur par x, il va rester 3. Le numérateur par x, il va rester x au carré. Voilà pourquoi ça nous fait donc 1x au carré divisé par 3, donc 1 tiers de x au carré. Or, là, nous avons un produit de deux fonctions, c'est-à-dire 1 tiers et puis x au carré. Or, la limite de 1 tiers étant une constante, c'est égal à 1 tiers, et la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré, alors ça c'est plus l'infini, vu que l'exposant est pair. Nous pouvons donc conclure que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale à donc 1 tiers multiplié par plus l'infini, et ça nous donne plus l'infini. Voilà. Nous allons calculer également la limite en plus l'infini. La limite de f de x en plus infini, nous allons remplacer à nouveau f de x par sa formule explicite, son expression explicite, x au cube plus x carré plus 1, le tout sur 3x. Et pour les mêmes raisons que tout à l'heure, nous allons dire que ça nous donne encore la limite quand x tend, cette fois-ci vers plus infini, de x au cube sur 3x, qui est le quotient des termes de plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Ce qui nous donne la limite quand x tend vers plus infini, après simplification, de 1 tiers de x au carré. Or, la limite quand x tend vers plus infini de 1 tiers est égale à 1 tiers, et la limite lorsque x tend vers plus infini de x au carré est égale à plus infini, ce qui permet de dire que la limite quand x tend vers plus infini de f de x est égale finalement à plus infini. Voilà pour la question numéro 2. Question F. Donc faire de la place ici. Partie A. Donc on nous demande de calculer f' de x et de vérifier que f' de x a pour expression g de x divisé par 3x carré. Donc, calcul de f' de x. Alors, il faut faire remarquer que f' de x, c'est autre que la dérivée de f de x. Donc, on va dire que pour tout x appartenant à R étoile, f est dérivable. Et sa dérivée est, ou bien, et on a f' de x, c'est donc la dérivée de ce quotient-là, x au cube plus x carré plus 1, le tout sur 3x, donc la dérivée de tout ce quotient. Or, pour dériver un quotient, nous avons vu la formule de la dérivée du quotient de u sur v en première, c'est la dérivée de u multipliée par v moins la dérivée de v multipliée par u, le tout divisé par v au carré, u et v étant les fonctions du numérateur et du dénominateur respectivement. Alors ici, notre u c'est x au cube plus x carré plus 1, notre v c'est 3x, ce qui nous donne donc la dérivée de x au cube, dont je vais écrire la dérivée de x au cube plus x carré plus 1 multiplié par 3x moins la dérivée de 3x facteur de x au cube plus x au carré plus 1, le tout divisé par
3x élevé au carré. Ce qui nous donne ensuite, là c'est facile à développer, 3x le tout au carré, donc ça fait 3 au carré fois x au carré, donc ça fait 9x au carré. Ici la dérivée de x au cube plus x carré plus 1, ça va nous donner donc la somme des dérivées successives, donc la dérivée de x au cube qui est 3x au carré, plus la dérivée de x au carré qui est égale à 2x, plus la dérivée de 1 qui est égale à 0, donc inutile d'écrire 0, donc on va écrire, alors cette dérivée en parenthèse, facteur de 3x, moins la dérivée cette fois-ci de 3x qui donne 3, en facteur avec x au cube plus x au carré plus 1. Alors nous allons développer chacun de ces deux facteurs au numérateur pour avoir l'expression du numérateur et voir s'il y a éventuellement des simplifications à effectuer. On va changer de page, donc je marque f' de x égale à, alors je tire là-bas les fractions, le dénominateur ne change pas, donc je le réécris, 9x carré. Au numérateur, nous avons donc 3x carré multiplié par 3x, ça nous donne 9x au cube. 2x multiplié par 3x, ça nous fait 6x au carré. Moins 3 multiplié par x au cube, ça fait moins 3x au cube. Moins 3 fois x carré, ça nous donne moins 3x carré. Et moins 3 fois 1, ça nous donne moins 3. Ce qui est encore égal à, alors le dénominateur c'est toujours 9x carré. Au numérateur, nous avons 9x au cube moins 3x au cube, ça nous donne 6x au cube. Et 6x carré moins 3x carré, ça nous donne plus 3x carré. Et puis moins 3. Alors, voici logiquement la forme de f' de x, je dis l'expression de f' de x, et nous pouvons constater ensemble que 3 est un facteur commun au numérateur. Donc, 6x au cube, 6 est un multiple de 3, 3x carré, 3 est un multiple de 3, et moins 3, c'est un multiple de 3 également. Donc, c'est moins 1, c'est 3 fois moins 1. Et 9x carré, il y a également 3, 9 est un multiple de 3. Donc, nous pouvons mettre 3 en facteur au numérateur et au dénominateur pour pouvoir effectuer une simplification. Donc, lorsque je mets 3 en facteur au numérateur, il va me rester 3 fois 2x au cube, c'est ce qui nous donne 6x au cube, 3 fois 1x carré, c'est ce qui nous donne 3x carré, et 3 fois moins 1, c'est ce qui nous donne moins 3. Au dénominateur, 9, c'est le produit de 3 par 3, ce qui fait donc 3 facteurs de 3x au carré. Et nous pouvons effectuer cette simplification, ce qui nous donne, en fin de compte, 2x au cube plus x carré moins 1, le tout sur 3x au carré. Et voici l'expression de f' de x. Or, l'énoncé nous a demandé de vérifier que f' de x égale à g de x sur 3x carré. Le dénominateur, il est correct, il est là. Mais est-ce que 2x au cube plus x carré égale vraiment 2x au cube plus x carré moins 1, est-ce que c'est vraiment g? Nous allons le voir dans l'énoncé. Eh bien, g de x, c'est bel et bien 2x au cube plus x carré moins 1. C'est ce qui est au numérateur de l'expression que nous avons. Nous allons donc écrire, or, 2x au cube plus x carré moins 1 n'est autre que g de x. Donc, nous allons conclure pour dire que pour tout x appartenant à R et grand R étoile, f' de x est égal à g de x divisé par 3x au carré. Et voici la vérification que l'on nous a demandé. Alors, cette valeur, cette expression est donnée dans les questions pour que celui qui n'a pas pu arriver à cela puisse l'utiliser pour pouvoir étudier le signe de la dérivée de la fonction principale et donc de dresser son tableau de variation et de trouver ces variations et de dresser son tableau de variation.
Donc, c'est pour cela que l'énoncé donne l'expression c'est pour que nous puissions l'utiliser. Donc, au cas où vous n'arrivez pas à trouver cette expression, ce qui n'est pas normal d'ailleurs, pour vous, normalement ça devait aller parce que vous utilisez les propriétés vues en première, ça devrait pouvoir aller. En tout cas, faites des efforts, ce n'est pas du tout difficile. Et donc, nous allons passer à l'étude du signe de f' de x. C'est la question donc suivante. Alors, c'est la question petit b. Voilà, nous passons à la question b. Étudie le signe, non, les variations de f, puis dresse son tableau de variations. Donc, c'est une question à deux volets. Donc, d'abord les variations. Non, les variations du f. Alors, nous allons rappeler que les variations d'une fonction dépendent du signe de sa dérivée. Or, la dérivée telle que donnée, nous ne pouvons pas prendre cette expression pour étudier les variations parce que nous ne pouvons pas déterminer le signe facilement de cette expression-là. C'est pour cela que l'on nous a conduit l'énoncé nous a amené à écrire l'expression de f' de x sous cette forme-là. On va dire que pour tout x différent de 0, donc pour tout x appartenant à grand R étoile, 3x au carré est strictement positif. Or, le signe de la dérivée là devrait dépendre et du numérateur et du dénominateur parce que c'est un quotient. Fort heureusement pour nous, le dénominateur restant toujours positif, nous allons dire que le signe de la dérivée est celui de g de x, celui du numérateur. Donc, point virgule. Donc, le signe de f' de x est celui de g de x. Or, d'après la première partie, dans la partie A, la dernière question de la partie A, on nous a donné le signe de g de x. Donc, on va rappeler, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini alpha, on a vu que g de x est négatif. Et pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert alpha plus infini, on a dit que g de x est positif. Et nous venons de dire ici, un peu plus haut, que le signe de f' de x est celui de g de x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que l'intervalle sur lequel g de x est négatif, mais sur ce même intervalle, f' de x va être négatif. Et lorsque g de x est négatif sur l'intervalle donné, sur ce même intervalle, f' de x va être négatif. Nous allons en déduire que, donc, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini alpha, f' de x est négatif. Et f est strictement décroissante. Ensuite, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert alpha plus infini, f' de x est supérieur à 0 et f est strictement croissante. Alors, nous allons à présent dresser le tableau des variations parce que c'est le second volet. Tout à l'heure, on nous a dit en premier volet de la question B de donner les variations de f, ensuite de dresser son tableau de variations. C'est pour ça que nous avons mis le premier astérisque. Le second astérisque, donc, il va nous permettre de dresser le tableau. Donc, on va écrire tableau de variation de f. Alors, c'est un tableau à 3 lignes. La première ligne va donner l'ensemble des définitions. La seconde va nous donner le signe de la dérivée.
Et la troisième, les variations de f. Or, l'ensemble des définitions, c'est grand R privé de 0. Donc, je marque ici, grand R, je marque 0. Alors, dire que grand R privé de 0, ça veut dire que la fonction n'est pas définie en 0. Alors, si elle n'est pas définie en 0, elle ne peut pas être dérivable en 0. Voilà pourquoi nous allons marquer cette zone assurée. Et comme alpha est à droite de 0, alpha, nous avons vu dans l'énoncé de la partie A, que alpha est compris en 0,6 et 0,7, ça veut dire qu'alpha est positif. Donc, il est à droite de 0. Donc, nous laissons une place ici pour alpha. Et la dérivée, on a dit que la dérivée s'annule lorsque g de x s'annule. Et comme g de x s'annule en alpha, voilà, nous mettons 0 là. Et nous avons dit précédemment que si x est dans l'intervalle ouvert à moins l'infini, ouvert à alpha, f' de x est de signe négatif. Voilà, ça y est là. Pour x appartenant à cet intervalle-là, f' est négatif. Donc nous mettons ici le signe moins et le signe moins. Ensuite, de alpha plus infini, f' de x est positif. Voilà. Ce qui veut dire que la fonction est strictement décroissante. Alors ici, ensuite, elle est décroissante. Et puis après, elle est croissante. Alors la limite, en moins l'infini, nous avions obtenu moins l'infini. En plus l'infini, nous avons obtenu plus l'infini. Alors, à gauche, en 0, nous avions obtenu moins l'infini. Et à droite, en 0, nous avons obtenu plus l'infini. Donc, c'est tout à fait normal. Et là, nous allons marquer l'image de alpha. Voici donc le tableau de variation de façon succincte. Nous passons à présent à la toute dernière question, à savoir la question 4. Alors, la question 4 nous invite à faire une démonstration, en voie de vérification. Nous devons démontrer que l'image de alpha, alpha qui est le 0 de G dans la partie A, par f, nous devons démontrer que cette image-là est essentiellement fonction de alpha et s'écrit sous la forme alpha carré plus 2 tiers d'alpha. Et enfin, de déduire un encadrement de cette image-là par deux nombres décimaux, de sorte que l'amplitude soit 2 fois 10 puissance moins 1, c'est-à-dire 0,2. La question 4a, démontrons que f de alpha est égal à alpha au carré plus 2 tiers de alpha. Ben, il faut signaler que cette démonstration se fait par un calcul. Ça veut dire que nous devons calculer f de alpha et arriver à obtenir cette expression, tout simplement. Donc, voilà. On a écrit que on sait que f de x, c'est x au cube plus x carré plus 1 le tout sur 3x. Donc, par analogie, en utilisant donc cette expression de f de x, nous allons calculer f de alpha. Donc, f de alpha doit donner alpha au cube plus alpha au carré plus 1, le tout divisé par 3 alpha. Or, la première fois où nous avons parlé de alpha, c'est dans la partie A. La partie A, on a dit que alpha est le 0 de la fonction g. Donc, on va rappeler que g de alpha qui est normalement égal à 2 fois alpha au cube plus alpha au carré plus 1, non pardon, moins 1, autant pour moi, est égal aussi à 0, puisque alpha est un 0 de G. Je l'ai dit, c'est l'unique 0 de G. Parce qu'on nous a dit de montrer que G de x égale à 0 a une solution unique, alpha comprise entre 0,6 et 0,7. C'est ce que la partie A nous a donné comme information. Et c'est ce que nous devons utiliser pour pouvoir résoudre, pour pouvoir répondre à cette question-là. Et donc, comme nous savons que G de alpha, c'est 2 fois alpha au cube plus alpha carré moins 1, et que G de alpha égale également à 0, nous allons exprimer, par exemple, alpha au cube
en fonction de alpha carré et puis de moins de 1, et puis venir remplacer dans cette expression. Mais ça peut nous rallonger un peu trop le calcul. Il y a d'autres astuces, d'autres coups d'œil mathématiques qui nous permettent de dire ici que, alors, comme dans le calcul de f de alpha, il y a le nombre réel 1 qui est là, il y a 1 plus 1 au numérateur. Donc nous allons exprimer 1 en fonction de 2 alpha au cube et de alpha carré. Alors voilà ce que ça va nous donner simplement. Ici on va dire que cette égalité nous permet de dire que 2 alpha au cube plus alpha carré égale à 1. 2 alpha au cube plus alpha carré égale à 1. Ce qui fait que je peux remplacer 1 dans l'expression de f de alpha. Alors, f de alpha devient 2 alpha, non, pas 2 alpha, alpha au cube, plus alpha au carré, plus la nouvelle appellation de 1, la nouvelle expression de 1, puisque 1 c'est 2 alpha au cube plus alpha carré. Et bien le tout sur 3 alpha. Ce qui nous donne encore, le dénominateur ne change pas. Donc le numérateur, je l'ai écrit, c'est alpha au cube plus alpha au carré plus 2 alpha au cube plus alpha au carré. Alors, voilà ce que ça va nous donner. F de alpha, le dénominateur ne change toujours pas. Alpha au cube plus 2 alpha au cube, ça nous fait 3 alpha au cube. Plus, alors alpha carré plus alpha carré, ça nous donne 2 alpha carré. Et vous constatez avec moi que alpha est commun au numérateur et au dénominateur. Nous pouvons donc le mettre en facteur au numérateur et puis effectuer une simplification. Alors là, ça va nous donner 3 alpha au carré plus 2 alpha. Voilà, le tout divisé par 3 alpha. Alors, ce qui fait que nous pouvons simplifier la fraction par alpha. Ça nous donne à nouveau 3 alpha carré que divise 3 plus 2 alpha divisé par 3. Parce que vous êtes sans ignorer que A plus B le tout divisé par C, eh bien ça fait A divisé par C plus B divisé par C. Ça veut dire que c'est la somme de deux fractions qui ont le même dénominateur qui a donc donné cette fraction-là. Donc 3 alpha carré plus 2 alpha le tout divisé par 3. Ça devient donc 3 alpha carré divisé par 3 d'une part, plus 2 alpha divisé par 3 d'autre part. Et 3 alpha carré divisé par 3, nous pouvons aussi effectuer la simplification de cette première fraction par 3, ce qui va nous donner finalement alpha carré plus 2 tiers de alpha. Et c'est ce que l'énoncé nous a demandé d'obtenir. F de alpha égale à alpha carré plus 2 tiers de alpha. Ayant ceci, on nous demande d'encadrer f de alpha par 2 nombres décimaux d'amplitude, et il faut que l'amplitude de cet encadrement soit 2 fois 10 puissance moins 1, c'est-à-dire 0,2. Donc nous allons procéder à l'encadrement de f de alpha. Donc je marque petit p, encadrement de f de alpha. Et f de alpha, voici l'expression qui est là. Mais cette expression a été donnée également par l'énoncé, de sorte que l'apprenant qui n'arrive pas à obtenir, à parcourir cette démonstration, puisse utiliser la formule, l'expression qui est donnée par l'énoncé et pour faire l'encadrement. Ça veut dire que vous pouvez répondre à la question B sans avoir trouvé, par exemple, la question A. Alors, on va dire que, on va rappeler que alpha est compris entre 0,6 et 0,7. Donc, l'encadrement de f de alpha est lié à l'encadrement de alpha lui-même. Et comme alpha est compris entre 0,6 et 0,7, nous allons partir de là. Nous allons donc élever alpha au carré d'abord pour avoir
f de alpha, nous élevons alpha au carré, nous ajoutons 2 tiers d'alpha. Donc on va élever chaque membre de l'inégalité au carré. Voilà. Donc, dire que alpha est compris en 0,6 et 0,7, ça veut dire qu'alpha carré est compris en 0,6 au carré et 0,7 au carré. Alors, 0,6 au carré, ça fait 0,36. 0,7 au carré, ça fait 0,49. Alors, nous allons ensuite encadrer 2 tiers de alpha. Alors, dire que alpha est compris entre 0,7, 0,6 et 0,7. Voilà, ça nous donne... Pour avoir 2 tiers de alpha, il suffit de multiplier alpha par 2 tiers. Donc, je vais également dire que alpha est compris entre 0,7, 0,6 et 0,7. Voilà, ça nous donne... Pour avoir 2 tiers de alpha, il suffit de multiplier alpha par 2 tiers. Donc, je vais également multiplier chaque membre de l'inégalité par 2 tiers. Or, en multipliant les membres d'une inégalité par 2 tiers qui est une quantité positive, l'égalité ne change pas de sens. Ce qui nous donne encore 2 tiers de l'alpha compris entre, alors si ça nous fait 2 tiers fois 0,6, alors 0,6 divisé par 3, ça nous fait 0,2, ça fait donc 0,4. Et ici ça nous fait 0,14 divisé par 3. Alors j'ai effectué le calcul, je vais vous donner le résultat pour que nous avançons rapidement. Ça nous fait donc 0,466, j'arrondis à l'ordre 3. Et ayant cet encadrement et celui-là, nous faisons la somme des deux membre à membre pour avoir l'encadrement de f de alpha. Parce que f de alpha, n'oubliez pas, c'est alpha au carré plus 2 tiers de alpha. Donc je vais faire la somme membre à membre de ces deux inégalités. Je vais écrire ainsi, comme nous savons que alpha carré est compris entre 0,36 et 0,49. Donc je vais faire la somme, ça nous donne alpha au carré plus 2 tiers de alpha. Et si nous faisons la somme, ça fait 0,4 plus 0,36 et là 0,466 plus 0,49. Et toute opération effectuée là, alpha carré plus 2 tiers d'alpha, c'est f de alpha. Donc je peux remplacer par son opération. 0,4 plus 0,36, ça nous fait 0,76. Voilà. Et ici, ça nous fait 0,96. Voilà. Et donc, nous pouvons vérifier l'amplitude ensemble. L'amplitude d'un encadrement, nous l'avons vu en seconde C, dans le cycle de seconde. Si un nombre X est compris entre A et B, alors l'amplitude de l'encadrement là, on avait donné la dernière fois dans l'exercice de fixation, c'est la valeur absolue de la borne supérieure moins la borne inférieure, c'est aussi égal à la valeur absolue de la borne inférieure moins la borne supérieure. Et donc, en vérifiant l'amplitude de notre encadrement, nous allons dire que ça nous fait la valeur absolue de 0,96 moins 0,76, ce qui donne encore la valeur absolue de 0,2, ce qui nous donne 2 fois 10 puissance moins 1. Et c'est ce que l'énoncé nous a demandé d'obtenir comme amplitude d'encadrement. Voilà pour ce qui est de la partie B de la situation d'opération numéro 3. Ceci met donc un terme à cette situation d'opération. Merci pour votre attention.